Être fou, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à des résultats différents, disait Albert Einstein. Or, c'est exactement ce que l'Union européenne vient de faire en signant un énième accord entre Frontex et un pays tiers, et cette fois la Serbie. Approvato. Adopté. Si l'intervention de Frontex était la garantie que plus personne ne puisse arriver sur le territoire européen, ça se saurait depuis le temps que l'Union européenne passe des accords avec des pays tiers. Or, il n'en est absolument rien. Ces accords ne résolvent absolument rien. Ça n'a que deux conséquences. La première, c'est que ça génère plus de morts aux frontières, à l'entrée de l'Union européenne, parce que les passages sont de plus en plus difficiles. La deuxième, c'est que ça enrichit les réseaux de passeurs, parce que les passages étant plus difficiles, les prix explosent. Mais en plus, Frontex a été gravement mis en cause à plusieurs reprises et encore récemment pour ne pas respecter les conventions internationales ni les droits humains. L'Union européenne, avec ces accords, s'enferme donc dans des solutions inefficaces et mortifères. Frontex est l'agence qui coordonne, qui gère l'action de l'Union européenne à ses frontières extérieures. Frontex, c'est la contraction des mots frontières et extérieures. Cette agence fonctionne depuis 2005 et elle est basée à Varsovie, en Pologne. D'après la Commission européenne, les trois missions de l'agence Frontex sont la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne, la traque des passeurs, mais aussi le sauvetage des migrants en danger. Donc, dans le cadre de ces missions, l'agence Frontex est tenue d'informer le pays le plus proche si elle estime qu'un navire est en danger. L'agence européenne de garde-frontières Frontex est accusée de tolérer des maltraitances commises sur des migrants. Cela a été plusieurs fois évoqué par le passé. Cette fois, c'est un collectif de médias qui a mené une enquête. S'appuyant sur des documents internes à Frontex, ces journalistes ont découvert que l'agence avait, à plusieurs reprises, classé sans suite des cas de maltraitance qui avaient pu être rapportés. L'enquête rapporte des faits de violence qui auraient été perpétrés en Bulgarie, en Hongrie et en Grèce. Des gardes-frontières de ces pays auraient fait un usage excessif de la force en utilisant par exemple des sprays au poivre. Ils auraient traqué des migrants avec des chiens ou parfois même abusé de certaines personnes. Frontex est aussi accusé de refoulements illégaux de migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe par la mer Égée l'an dernier. Des pushbacks connus de l'agence européenne Frontex. C'est ce que montre une vaste enquête menée pendant plusieurs mois par Lighthouse Reports, SRF, République, Der Spiegel et Le Monde. Dans l'enquête de Lighthouse Reports et de ses partenaires, entre mars 2020 et septembre 2021, au moins 22 incidents dans cette zone ont été classés comme prévention au départ, alors qu'il s'agissait de refoulement. En tout, sur cette période, au moins 957 personnes n'ont pas pu effectuer légalement leur demande de droit d'asile en Europe. 24 heures après la publication de cette enquête dans Le Monde et des médias européens, Fabrice Leggeri, le patron de Frontex, a annoncé avoir posé sa démission. À partir des années 80, il y a 5 États membres de l'Union européenne, que sont la France, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne, qui décident de retirer leurs frontières intérieures et faire un espace de libre circulation entre ces 5 pays. C'est le début de l'espace Schengen. C'est d'ailleurs un accord en 1985 qui est signé dans cette petite ville de Luxembourg qui s'appelle Schengen, qui donnera le nom d'accord de Schengen. Puis cet espace Schengen qui est créé par les 5 pays s'agrandit petit à petit jusqu'en 1995 et après cela il fallait donc créer un dispositif pour sécuriser les frontières extérieures à cet espace de libre circulation qui était né dans l'espace Schengen. L'espace Schengen, c'est non pas 27 États membres comme l'Union européenne aujourd'hui, 26 parce que l'Irlande ne fait pas partie de l'espace Schengen, mais il y a d'autres États que les États de l'Union européenne qui font partie de cet espace Schengen. Il y a le Liechtenstein, il y a l'Islande, il y a la Suisse par exemple, la Norvège aussi, qui font partie de cet espace de libre circulation. Et donc l'agence européenne Frontex, qui s'appelait au départ, alors je vais reprendre mes notes parce que c'est un peu plus compliqué, ça s'appelait l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne. Voilà, ça s'est créé en 2004 pour venir aider les États membres qui sont aux frontières extérieures, que sont la Grèce, l'Italie, l'Espagne, par exemple, pour ne prendre que ces quelques pays-là, pour les
les aider, venir en aide à ces États-là pour garder les frontières extérieures de l'Union européenne. Puis cette agence européenne est devenue en 2016 l'agence Frontex, c'est l'agence des gardes-côtes et des gardes-frontières de l'Union européenne. Voilà ce qu'est Frontex, voilà son histoire qui est assez récente. On vient de célébrer ses 20 ans. Au sein de l'agence Frontex, il y a effectivement des agents qui sont chargés de surveiller les frontières avec les États membres, mais il y a aussi, parce que surveiller les frontières, ça nécessite aussi de respecter un certain nombre de droits, des droits fondamentaux de la Charte européenne des droits humains. Il y a aussi la Convention de Genève, cette convention qui permet d'accueillir des réfugiés chez nous, ou la Convention internationale des droits de l'enfant. Voilà, il y a plein de droits qui sont en œuvre au sein de l'Union européenne et il s'agit de faire respecter ce droit. Donc il y a les gardes-côtes, les gardes-frontières au sein de l'agence Frontex, mais aussi il y a un certain nombre de personnel qui est là pour vérifier que les droits fondamentaux, que les droits humains des personnes qui sont interceptées soient respectés. L'un des principaux dysfonctionnements de l'agence Frontex, c'est qu'elle a beaucoup tardé à employer ses officiers de contrôle des droits fondamentaux et c'est d'ailleurs un gros conflit qu'on a eu avec l'ancien directeur de l'agence qui était Fabrice Leggeri, parce qu'il n'avait pas employé ces personnes et on a constaté plein d'ONG, d'organisations non gouvernementales européennes, mais aussi des consortiums de journalistes qui ont enquêté aux frontières extérieures les dysfonctionnements Frontex. C'est-à-dire que Frontex, l'agence Frontex elle-même, agence européenne, ne respectait pas le droit européen ni les conventions internationales, puisqu'elle procédait ce qu'on appelle des pushbacks, c'est-à-dire du refoulement des exilés qui arrivaient aux frontières européennes et comme ils ne voulaient pas qu'ils rentrent en Europe, ils les repoussaient. Des gardes-côtes grecs en train de traîner un canot de migrants non vers la Grèce, mais vers la Turquie. Une scène filmée depuis le ciel par Frontex. Voici l'un des nombreux détails dévoilés dans un rapport accablant de l'Office européen de la lutte contre la fraude. En ligne de mire, la question des pushbacks, ces techniques illégales opérées par des gardes-côtes grecs depuis des années sous couvert de l'agence européenne Frontex pour décourager les migrants de pénétrer sur le sol européen. Ce qui est formellement interdit par la Convention de Genève, par exemple, parce que toute personne, dans la déclaration aussi des droits de l'homme, dit que toute personne a le droit de quitter son pays. Et donc, voilà, elles pouvaient arriver en Europe et déposer leur demande d'asile une fois arrivées en Europe pour que cette demande d'asile soit examinée. Mais même ça, on ne leur en laisse pas l'occasion, puisqu'on les refoulait ou en mer ou sur terre. Et l'agence Frontex était complice de ça. Et c'est pas simplement des ONG, c'est pas simplement des consortiums de journalistes qui l'ont constaté, puisque quand nous, au Parlement européen, on s'est saisi de ces multiples affaires révélations que l'on avait vues, on a saisi la Commission européenne pour qu'on puisse enquêter au sein de Frontex. Et donc il y a l'OLAF, qui est l'organisation de lutte antifraude, c'est un organisme au sein de l'Union européenne qui va voir si tout est bien respecté, les réglementations européennes sont bien respectées dans le fonctionnement des institutions européennes, qui est allé enquêter au sein de l'agence Frontex et qui nous a remis ses conclusions et qui elle-même reconnaissait ces dysfonctionnements et mettait en lumière la responsabilité de l'ancien directeur de l'agence Frontex, qui est Fabrice Leggeri, qui d'ailleurs, soit dit en passant, était le deuxième homme, donc le numéro 3, sur la liste du Rassemblement national aux dernières élections européennes, ce qui prouve bien qu'en fait, c'est sa personnalité, c'est son idéologie qui le guidait en tant que directeur de Frontex et non pas le respect du droit européen ou le droit international c'était pas son livre de chevet. Voilà un peu les dysfonctionnements qu'on a soulevés de Frontex et qui finalement ont été reconnus par l'OLAF. On peut pas dire que l'OLAF ce soit des gauchistes effrénés. Voilà, cette organisation a fait son travail et une fois que le travail est bien fait, ça met en exergue ce que dénoncent beaucoup par ailleurs. L'agence Frontex, malheureusement, a échappé souvent au contrôle parce que c'est un peu ce qu'on note dans les institutions européennes, c'est ce manque de contrôle, ce manque de rigueur. Ça fait longtemps qu'on demande, qu'on regarde de près le fonctionnement de cette agence ici au Parlement européen et on n'a jamais été entendu dessus. Donc effectivement, ils agissaient en toute impunité. C'était couvert parce que finalement ces refoulements aux frontières par exemple, ce qui a eu comme pour conséquence aussi la non-réactivité de Frontex sur certaines problématiques en mer a eu la conséquence de faire mourir des personnes aussi en mer. Finalement ça arrangeait beaucoup d'États membres de la Commission européenne, c'est peut-être cynique ce que je dis mais je l'affirme aujourd'hui, ce cynisme-là a poussé à couvrir les agissements de Frontex le plus longtemps possible jusqu'à
au moment où c'était plus possible de le faire parce qu'il y avait tellement de révélations qu'en fait c'est là qu'a été déclenchée l'enquête Olaf. Je pense que c'est ce qu'il faut, c'est que la fin de l'impunité soit maintenant permanente et qu'on ne revienne plus dessus. Malheureusement, il y a un nouveau directeur de l'agence qui a pris la suite de l'Egeri et depuis qu'il est là, les choses n'ont pas réellement changé puisque les participations à des opérations de refoulement impliquent encore aujourd'hui Frontex. Voilà, il y a encore des problèmes. Ça nous est remonté par des ONG internationales, mais aussi par des consortiums de journalistes. Donc le combat continue. Je n'ai pas mené de combat personnel contre Frontex. On a participé avec les groupes politiques, différents groupes politiques, à exiger la vérité sur Frontex et à exiger la mise en place de cette enquête de l'Olaf. On a demandé qu'il y ait une commission d'enquête qui se fasse ici au Parlement européen, mais ça n'a pas été possible. Il y a eu simplement la réunion des groupes politiques qui a examiné ce que nous disait Frontex. Et donc c'est par le poids politique des groupes qu'on a obtenu ces résultats-là et ce qui nous a donné raison, encore une fois, à la fin de cette enquête avec les révélations qu'il y a eu, puisque l'Olaf est allé saisir les téléphones. Ils ont des moyens d'investigation que le Parlement n'a pas, hein, saisi des téléphones, des ordinateurs pour voir toutes les conversations. Et dans les conversations, ce que nous a dit le directeur de l'Olaf qui est venu nous présenter les conclusions de cette enquête, les faits sont graves. Fabrice Leggeri a démissionné avant de se faire renvoyer, mais il aurait été viré de son poste avec pertes et fracas parce que les accusations sont graves. Sa mise en cause personnelle est avérée. Donc voilà, il faut être très prudent, d'autant que l'agence a commencé avec quelques petits moyens financiers et humains. Aujourd'hui, l'agence coûte dans le budget de l'Union européenne 800 millions d'euros par an, que Ursula von der Leyen avait promis en 2019 de monter le nombre de fonctionnaires de l'agence à 10 000 agents pour 2027, donc on va y être, ce qui va porter le coût de l'agence à peu près à 1,3 milliard par an d'euros. Et là, elle vient d'annoncer, lors de sa réélection comme présidente de la Commission européenne en juillet 2024, elle a annoncé qu'elle porterait les effectifs de 10 000 à 30 000. Donc si on multiplie par 3 le budget actuel, ça va être 3 milliards par an qui vont être attribués à l'agence Frontex. Et l'utilité de Frontex n'est jamais remise en cause. On a eu de cesse pendant 20 ans d'augmenter les moyens financiers, techniques, technologiques pour l'agence avec des drones, avec des capteurs de passage, avec l'intelligence artificielle, etc. Il n'y a jamais eu autant de passages des frontières que ces dernières années. Donc on voit bien que c'est complètement inefficace. Les choses que ça génère, c'est que ça crée plus de morts. Parce qu'effectivement, comme on sécurise les frontières, on essaye de les contourner, que les gens qui essayent de venir pour fuir la misère, pour fuir la guerre, pour fuir des conflits, des menaces sur leur vie, essayent à tout prix de sortir de leur pays et franchissent ces frontières, prennent beaucoup de risques pour franchir ces frontières, que ça soit en Méditerranée ou que ça soit sur d'autres lieux. Et du coup, ça génère beaucoup de morts sur ces routes migratoires. Et ça a la deuxième chose, conséquence aussi de ces murs et de ces barbelés. Vous savez, ces murs, par exemple, on vient de fêter l'anniversaire des 35 ans de la chute du mur de Berlin, qui mesurait 115 km de long. Depuis cette année-là, on a construit 2000 km de murs en Europe. On voit bien la problématique que l'on a sur ces frontières. Et du coup, derrière, comme c'est difficile de franchir ces frontières, les gens qui veulent à tout prix payent des réseaux de passeurs. Et ces réseaux de passeurs sont de plus en plus riches, comme ça devient de plus en plus difficile, ils augmentent de plus en plus leurs tarifs. Finalement, là où on dit on veut combattre les réseaux de passeurs, ça a l'effet inverse, c'est que ça enrichit les réseaux de passeurs. Donc il faut se battre, demander l'utilité, l'analyse de l'utilité de Frontex et surtout veiller à ce que les droits fondamentaux de toutes les personnes soient respectés aux frontières européennes. Et moi je remets en cause l'existence même de ces frontières. Vous savez, on a la libre circulation des biens et de l'argent ici en Europe. Par contre, pour les êtres humains, c'est une autre question et là on peut s'interroger philosophiquement aussi sur ce que ça veut dire. L'obsession des États membres de l'Union européenne, du Conseil, mais aussi de la Commission européenne, c'est de garder, de passer des accords avec tous les pays tiers qui sont aux frontières extérieures de l'Union européenne. La Commission européenne et les États membres veulent passer des accords avec tous les pays du nord du continent africain. Et des fois, des accords qui, sur les plans humains, sont catastrophiques. La Commission européenne a passé un accord avec la Libye il y a quelques années maintenant. L'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a fait un rapport sur ce qui se passait en Libye. Dans un rapport d'enquête publié en 2018, les Nations Unies détaillent ce qui les y attendent. Ils s'exposent au meurtre, à la torture, à la détention arbitraire, au viol, à l'esclavage, à l'extorsion et à l'exploitation.
Certains sont placés dans des centres de détention officiels, mais d'autres peuvent finir dans des prisons tenues par des milices. Afin d'en sortir, ils doivent souvent s'adonner à du travail forcé ou convaincre leur entourage de payer. Pour les y encourager, les tortionnaires envoient parfois aux familles des vidéos des tortures qu'ils infligent à leurs proches. Parmi elles, leur renverser de l'eau bouillante sur le corps, leur infliger des décharges électriques, des coups de couteau, leur arracher les ongles, les marquer au fer rouge ou leur tirer dans les jambes. L'ONU a dit que l'Union européenne était complice d'un crime contre l'humanité avec sa politique avec la Libye pour retenir les migrants en Libye. Mais ça n'a pas empêché la Commission de continuer ses accords avec la Tunisie, avec l'Égypte. Elle est en cours de négociation avec l'Algérie, avec le Maroc. Elle a passé un accord entre la Mauritanie et Frontex pour garder les frontières de la Mauritanie pour éviter que des personnes ne rejoignent les Canaries, puisque les Canaries, c'est le territoire européen, c'est l'Espagne. Elle souhaite passer un accord avec le Sénégal, Frontex Sénégal, pour garder les frontières sénégalaises, pareil, parce qu'il y a quelques milliers de personnes, centaines de personnes qui quittent le Sénégal pour rejoindre l'Union européenne, que ce soit les Canaries ou via le Cap-Vert entre deux. Donc voilà, il y a vraiment une obsession des États membres et de la Commission européenne que les frontières européennes soient finalement externalisées à ces frontières du nord du continent africain. Mais on a aussi beaucoup d'exilés qui arrivent d'autres pays, que ce soit des pays asiatiques ou du Proche-Orient, et on ne va pas pouvoir garder toutes les frontières, on n'aura pas les capacités, jamais les capacités, c'est illusoire de faire croire ça, qu'on aura les capacités de mettre un garde-frontière tous les 100 mètres de toutes les frontières européennes pour empêcher les personnes de venir chez nous. Et doit-on les empêcher absolument de venir chez nous quand ces gens fuient la guerre? On a plein d'exemples aujourd'hui de gens qui peuvent fuir la Palestine, qui peuvent fuir le Liban, qui peuvent fuir le Soudan, qui peuvent fuir l'Érythrée, tous ces pays qui sont en guerre aujourd'hui. La vie des gens est menacée. Est-ce qu'il n'est pas de notre devoir de solidarité de recevoir finalement une infime partie de ces personnes chez nous? L'organisation de l'ONU qui dit ça, que 87% des migrations se font dans les pays limitrophes aux pays qui est quitté. Les gens ne partent pas directement du Soudan vers l'Union européenne. Ils s'installent généralement dans les pays qui sont autour de ce pays. Et on l'a vu chez nous, les Ukrainiens sont d'abord allés en Pologne ou en Roumanie, dans les pays qui sont proches, parce que leur seule volonté finalement, c'est de repartir le plus vite possible dans leur pays d'origine. Et c'est quand le conflit s'éternise qu'elles vont un peu plus loin. Et on l'a vu avec les Ukrainiens, beaucoup sont allés en Allemagne, peu finalement sont arrivés en France. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une grosse diaspora ukrainienne, une famille ukrainienne, des gens d'origine ukrainienne en France. Il y en avait plus en Espagne et au Portugal qui ont accueilli plus d'Ukrainiens que la France. Voilà, c'est comme ça que se font les migrations finalement. C'est pas le fruit du hasard. Les gens vont dans des pays où ils pourront revoir des gens qu'ils connaissent peut-être, ou une diaspora, donc des gens originaires de leur même pays. Voilà, donc on n'accueille qu'une petite partie de ces gens qui fuient ces conflits-là. Je pense qu'il est de notre devoir de citoyennes et de citoyens européens et pour l'Union européenne de recevoir ces personnes et autrement que la manière dont on les reçoit aujourd'hui, en les accueillant dignement, en ne les laissant pas à la rue, en ne les laissant pas dans la difficulté psychologique et psychiatrique parfois dans laquelle ils sont, parce que la route migratoire a été quand même extrêmement violente pour beaucoup d'entre eux. Il n'y a qu'à avoir écouté les drames qui se jouent en Libye ou en Tunisie. Et voilà, c'est je pense, notre devoir d'Européens et d'Européens d'accueillir ces personnes. On a été capable d'accueillir 7 à 8 millions d'Ukrainiens en quelques mois. Ce n'est pas les quelques dizaines de milliers de personnes qui arrivent d'autres contrées qui doivent nous effrayer chaque année. Il est dans mes habitudes de dire que toute bataille perdue d'avance sont celles qu'on ne mène pas. Donc il va falloir qu'on continue inlassablement à dénoncer les faits, à exiger la vérité, que la lumière soit faite sur ce qu'on entend, sur ce qui nous remonte des ONG, sur ce qui nous remonte des consortiums de journalistes qui sont sur le terrain et qui nous alertent régulièrement sur les dysfonctionnements d'agences, sur les maltraitances et sur le fait que les droits humains soient bafoués aux frontières européennes. Voilà, c'est un combat permanent, j'allais dire. C'est un combat qui va devenir, durant ces 5 années de
mandat ici au Parlement européen. C'est un combat qui va être difficile parce que l'extrême droite est plus nombreuse que au précédent mandat, que la droite est en train de faire la cour sans arrêt à l'extrême droite, donc va jouer sur ses plates-bandes très souvent. Et donc voilà, les progressistes au sein de l'Union européenne se font de plus en plus rares et que donc il va falloir redoubler de vitalité pour mener ces combats avec tous ceux chez qui il reste un peu d'humanité au sein de ce Parlement européen.